Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, Bobo Dioulasso, victime des répercussions du djihadisme au Burkina Faso, activité au ralenti et échanges bloqués. Au Tchad, le fonds français Muskoka renforce la santé de la reproduction dans la province du Kanem pour réduire la mortalité néonatale et infantile. Blocus djihadiste, attaque et l'annulation des vols aériens renforcent l'isolement de Tombouctou et Gao au Mali. Nous en parlons dans notre fait marquant de la semaine. À découvrir dans cette édition le courageux enseignant du Loroum, Kotim Ouedraogo, conduit ses élèves à la réussite malgré la crise sécuritaire. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et sur YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie au djihadisme et la région de Bobo Dioulasso, qui avait longtemps été préservée, ressent désormais les effets de cette crise sécuritaire. De nombreuses activités économiques sont au ralenti et les échanges entre la ville et les départements avoisinants sont bloqués. Alidou Ouedraogo s'est rendu au marché de fruits et légumes et dans quelques gares routières. Suivons son reportage. Le marché des fruits et légumes de Bobo Dioulasso est le point de départ ou de convergence de produits agricoles de la région. L'insécurité qui commence à toucher la région fait déjà des dégâts. Des centaines de camions sont immobilisés. Tout le business est foutu. L'insécurité nous bloque. Souvent, nous faisons un mois à tourner ici sans rien faire. Ousmane Silla transportait de la patate de Orodara à Bobo Dioulasso. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Nous transportions de la patate, des tomates et autres à Orodara, ici Kasso. Maintenant, ce n'est plus le cas. Réputée ville commerciale fruits et légumes, les habitants ne veulent pas voir Bobo Dioulasso perdre ce statut. Léa Sanou est une vendeuse de légumes. Toutes ces difficultés d'approvisionnement nous amènent la cherté des produits. Ce qu'on achetait à 5 000 francs, il faut aujourd'hui débourser 12 000 ou 15 000 francs pour l'avoir. Des fois, nous vendons à perte. Il y a une autre réalité. La compagnie Sahel Voyage dessert toute la région du Sahel. Aujourd'hui, toutes ces lignes sont à l'arrêt, laissant la gare dans un piteux état avec des travailleurs au chômage. Soumaïla était bagagiste. Nous avons arrêté, ça fait 6 mois. C'est ici qu'on gagnait nos vies. C'est un drame. À l'instar de ces activités, beaucoup d'autres domaines sont en train de fermer boutique à cause de la montée de l'insécurité dans le Grand Ouest. À Bobo Dioulasso, la correspondance de Alidou Ouedraogo. Nous avons en ligne Alidou Ouedraogo, notre correspondant sur place à Bobo Dioulasso. Alidou, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment les habitants de Bobo Dioulasso envisagent-ils l'avenir de leur ville en tant que centre commercial compte tenu des défis posés par l'insécurité dans la région? Vous savez, cette situation change énormément de choses dans le quotidien des habitants de Bobo Dioulasso et malgré la résilience, souvent beaucoup de gens ne croient plus à l'avenir et le souci majeur de l'heure, c'est la pitance quotidienne. Vous savez aussi que cette période est habituellement celle des légumes qui facilitent la vie. Avec moins de 1000 francs, on pouvait garantir un repas familial, mais maintenant, il faut être là pour comprendre la souffrance des femmes sur la route des marchés. Donc, beaucoup de gens sont résolus à la consommation des feuilles qui sont facilement accessibles. Il faut dire aussi que ça impacte négativement
un peu sur le marché sous-régional parce que c'est à partir des bobos du lasso que des pays comme la Côte d'Ivoire aussi sont approvisionnés en légumes. Quelles sont les implications sociales et économiques plus larges de la fermeture de la compagnie Sahel Voyage et de la paralysie des activités de transport dans la région en ce qui concerne le chômage et les moyens de subsistance des habitants de Bobo Dioulasso? Là, les implications sociales et économiques sont à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des emplois directs et surtout des emplois indirects, parce que c'est tout un business qui se trouve autour de ces gars, parce que vous avez, par exemple, ces jeunes hommes et femmes qui vendent du café, qui de la cigarette ou un petit restaurant. Donc, tout ce petit business est en arrêt. Une implication plus large aussi est que toutes ces gares de Sahel Voyage à l'intérieur du pays qui ne marchent plus dans les Sahel, qui jettent les jeunes sans travail, et ces jeunes au chômage qui sont très souvent la cible privilégiée des recrutements djihadistes. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement se déploie à créer des emplois dans ces zones vulnérables. Donc il faut dire que les implications économiques et sociales sont très grandes et sur la ville de Bobo Dioulasso et sur toute la région du Sahel. Alidou Ouedraogo, notre correspondant à Bobo Dioulasso, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous poursuivons cette discussion avec Célestin Delanga, chargé de recherche à l'Institut d'études et de sécurité ISS. Bonsoir, monsieur Célestin. Oui, bonsoir. Voilà, comme illustré dans ce reportage de Alidou Ouedraogo, cette situation d'insécurité dans le Grand Ouest du Burkina Faso affecte la mobilité des populations et la libre circulation des biens et des personnes dans la région, n'est-ce pas? Comment elle s'intègre dans le contexte plus large de la crise sécuritaire au Sahel? Eric, les populations sont finalement prises en étau entre les exactions des insurgés, les opérations de ratissage et de fouilles systématiques menées par les forces de défense et de sécurité en raison de la situation sécuritaire délétère, la fermeture des frontières, aussi bien par les poutistes au pouvoir au Niger notamment, et par la CEDEAO en réponse au coup d'État survenu au Niger. Ces restrictions affectent gravement la mobilité des hommes et de leurs biens dans tout le Sahel et même au-delà, car, comme vous le savez, Eric, le Bénin, à travers son port de Cotonou, est l'un des plus importants terminaux qui desservent notamment le Tchad, le Cameroun et les autres pays de l'Afrique centrale en véhicules d'occasion en provenance d'Europe et d'Amérique. Les fermetures de frontières entre le Bénin et le Niger, vers lequel transitent les véhicules, fragilisent le commerce des véhicules d'occasion et réduit par conséquent les recettes douanières. Et quelles sont les implications plus larges de la fermeture des entreprises, des arrêts de transport et de la hausse des prix des denrées alimentaires sur la stabilité sociale et politique de la région? Eh bien, Eric, cette situation vient exacerber un climat de crise multifacette déjà alarmant au Sahel. Pour rappel, les pluies sont de plus en plus rares au Sahel. La crise russo-ukrainienne a occasionné la flambée des prix des intrants agricoles tels que les engrais. Par conséquent, les céréales et autres produits dérivés sont de plus en plus chers sur le marché. C'est finalement la situation sécuritaire qui se dégrade au jour le jour, entraînant la fermeture des entreprises, comme vous le dites, la perturbation de l'activité de transport, la non-disponibilité des denrées de première nécessité et ultimement l'insécurité qui exacerbe cette situation. Sur le plan politique, cela peut inciter les populations à la révolte. Bien entendu, le développement de ces pays marcherait à reculons. On a déjà vu cette situation de révolte dans le passé. Quelles sont les perspectives et les mesures potentielles à prendre pour atténuer l'insécurité et soutenir le développement économique dans le Sahel, en tenant compte de l'expérience de Bandiagara au Mali, c'est la même situation, et de cette situation au Burkina Faso?
Alors, jusqu'ici, l'option militaire seule n'a pas résolu totalement le problème. Il convient, me semble-t-il, d'envisager la voie du dialogue. Il s'est dit souvent, Eric, dans le milieu militaire, qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Mais non, on peut dialoguer avec les insurgés, on peut les écouter, on peut les inciter à déposer les armes et à regagner la vie civile. Un dialogue national inclusif pourrait à cet effet être un élément enclencheur. La mise sur pied des mécanismes de justice transitionnelle et des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration pourrait s'en suivre. La situation de Boko Haram et la manière avec laquelle les États du bassin du lac Tchad gèrent cette situation pourrait bien inspirer les pays du Sahel qui font face eux aussi à ce problème de terrorisme et des insurgés. Célestin, il y a ce problème du Niger que vous venez de mentionner. Maintenant, il y a le Mali, reprise des hostilités par la CMA. Tout cela vient compliquer une situation volatile. Vous faites des recherches en matière de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation échappe au contrôle? Il faut dire que la situation n'échappe pas au contrôle, seulement nous avons affaire à des acteurs qui sont fermes les uns et les autres sur les décisions prises sans option de revenir en arrière sur quoi que ce soit. Et cela complique, n'est-ce pas, la situation. On souhaiterait voir des acteurs qui sont ouverts et prêts à discuter et à dialoguer. Docteur Célestin Delanga, chargé de recherche à l'Institut d'études et de sécurité ISS qui se trouve au Cameroun. Merci beaucoup pour votre analyse et votre perspective. Merci beaucoup. Merci. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Le Tchad, situé dans la région sahélienne, est confronté à un défi sécuritaire qui a un impact sur la santé de la reproduction. À travers l'UNICEF, la province du Kanem, située dans le nord-ouest à plus de 300 km de la capitale N'Djamena, est la seule province à bénéficier du fonds français Muskoka depuis 2017. Ce fonds vise à renforcer les capacités des agents de santé afin de réduire le taux de mortalité néonatale et infantile. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, a séjourné à Mao, chef-lieu de la province du Kanem, où il a visité la maternité de l'hôpital régional de Mao. Voici son reportage. Ville frontalière du Niger et de la province du lac, une zone durement affectée par les activités de Boko Haram, Kanem, avec une population estimée à plus de 464 000 habitants, est confrontée à plusieurs défis. D'abord, défi sécuritaire qui ne permet pas à la province voisine du lac de ravitailler la ville de Mao en denrées de première nécessité, mais aussi crise sanitaire alarmante avec un taux de décès maternel, néonatal et infantile très élevé. Pour pallier ces défis sanitaires, le fonds français Muskoka, destiné à financer les activités sanitaires des pays de la bande sahélienne, a appuyé la formation d'agents de la santé de la région. Abdelkirim Mahamad Tahir est le responsable de la vaccination élargie à la délégation provinciale du Kanem. Ce fonds consiste donc à renforcer la capacité des agents de santé à travers des formations en SONI, la formation en CPN récentré, la formation également en technique contraceptive, sur les méthodes kangourou, la réanimation du nouveau-né, etc. Mais aussi à travers le renforcement en termes de matériel médico-technique dans les 10 structures qui sont appuyées
appuyer à travers ce fonds. Donc ces différentes interventions ont permis depuis 2017 de pouvoir réduire de façon considérable la morbidité et la mortalité maternelle et infantile. Ce fonds prévoit également le volet mobilisation sociale où les autorités administratives locales, les chefs religieux et traditionnels ont été impliqués pour susciter l'engagement communautaire en faveur de la réduction de la mortalité néonatale et infantile dans la zone. Malheureusement, les formations sanitaires sont les derniers recours pour les accouchements de femmes enceintes. Elles préfèrent donner naissance à la maison avec l'aide de matrones, comme en témoigne au micro de VOA Afrique, Dr Succès Dionlar. Ces femmes-là essaient de faire accoucher les filles à la maison. Si elles réussissent, c'est bon. Si elles ne réussissent pas, le plus souvent quand la femme arrive déjà chez nous, c'est avec des traumatismes au niveau du col, avec déjà peut-être un mort intra-utéro, c'est-à-dire le fœtus est déjà mort à force de rester trop manipulé, sans expérience et sans outils adéquats. Au vu du problème d'insécurité que rencontre la province du Kanem, l'hôpital régional ne dispose d'aucun spécialiste tel que les médecins gynécologues et pédiatres. Abdelkirim Mohamed Tahir est le responsable de la vaccination élargie à la délégation provinciale du Kanem. Dans ce cadre de partenariat avec l'UNICEF, nous avons reçu un appui en permanence d'un gynécologue expatrié qui a eu à travailler pendant 4 années au niveau de l'hôpital provincial de Mao, où il a apporté un encadrement en faveur des jeunes médecins, des sages-femmes. Mais malheureusement, son contrat a pris fin l'année dernière et donc du coup, nous n'avons pas reçu un autre gynécologue. Les spécialistes affectés dans cette zone refusent de s'y rendre et ce sont les médecins généralistes qui tiennent par exemple la maternité, comme en témoigne Dr Succès Dionlar. Aujourd'hui, je m'occupe un peu de la maternité parce que à part la formation générale que j'ai reçue, j'ai eu quand même un temps à passer à côté d'un gynécologue. La prise en charge des femmes, certaines complications, je n'arrive pas au niveau d'un gynécologue. Avoir un gynécologue, c'est l'idéal, mais bon, on fait avec les moyens de bord, donc on essaie de se défendre comme on peut. La même chose, ce qui se passe aussi en pédiatrie actuellement. À en croire le personnel soignant, les accouchements au niveau de la maternité du dit hôpital sont en hausse de 10% en 2017. Aujourd'hui, le taux d'accouchement est de 33%. André Kordomadjingar, de retour de Mao N'Djamena pour VOA Afrique. Tombouctou subit un blocus depuis août par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, entravant l'approvisionnement et provoquant des attaques, y compris contre un bateau reliant Tombouctou et Gao, causant de nombreuses victimes civiles. Les vols de la compagnie aérienne Sky Mali vers ces villes ont été annulés en raison d'une attaque près de l'aéroport de Tombouctou, aggravant leur isolement de la région, tandis que la mission de l'ONU se retire après 10 ans de présence. C'est notre fait marquant de la semaine. Nous avons joint tout à l'heure Al-Husseini Al-Hadji, notre correspondant sur place. Il nous parle d'abord des détails sur l'impact concret du blocus djihadiste sur la vie quotidienne des habitants de Tombouctou, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en nourriture et en autres ressources essentielles. Les récentes attaques ont véritablement marqué les esprits. C'est la première fois que la ville de Tombouctou reçoit en l'espace d'un mois au moins 3 tirs d'obus avec une fillette décédée et quelques blessés. Également, l'attaque du bateau également a marqué les esprits avec une centaine de morts et 400 et quelques rescapés. Et aujourd'hui, c'est une véritable psychose que ces attaques ont créée chez les populations. Alors, les autorités ont décidé depuis ce lundi 11 septembre de décréter un couvre-feu qui va de 20h à 6h du matin. Donc ce couvre-feu doit durer un mois et si les choses ne changent pas, il sera en tout cas reconduit jusqu'à ce qu'on retrouve une certaine stabilité dans la région de Tombouctou. Alors, les attaques récentes, notamment celles contre le bateau sur le fleuve Niger, ont-elles suscité des réactions ou des mesures de sécurité particulières de la part des autorités locales ou de la population? Ce blocus est un véritable supplice pour les populations de la région de Tombouctou
Rien qu'à prendre l'axe Gundam-Tombouctou, distant d'environ 90 km, sur cet axe, les passagers ne peuvent pas voyager avec des marchandises et autres bagages. Donc, les chauffeurs ne prennent que les passagers et également les camions et autres véhicules qui essayent de transporter d'autres marchandises, soit on leur demande de retourner avec ces marchandises ou tout simplement de les laisser là où les groupes armés les ont appréhendés. Et également, on sait que l'essentiel des denrées de première nécessité viennent des pays voisins comme l'Algérie, la Mauritanie. Et depuis un moment, un chef djihadiste a demandé à ce que ces éléments bloquent ces accès-là. Et on se rappelle également qu'un camion qui a essayé, en tout cas, d'enfreindre ces instructions, le camion a tout simplement été brûlé avec tout son contenu. Ali Husseini, comment évaluez-vous la situation humanitaire dans la région compte tenu de l'isolement croissant de Tombouctou et d'Ougao? Y a-t-il des organisations humanitaires ou des efforts en cours pour aider les personnes affectées par cette crise? Il faut dire que cette situation devient de plus en plus intenable, des accès bloqués. Aujourd'hui, certaines personnes ont peur de voyager par voie fluviale avec ce qui s'est passé. Sky, la compagnie aérienne également, a décidé depuis hier de suspendre ses vols sans pour autant donner une nouvelle date de la reprise de la desserte. Donc aujourd'hui, plusieurs acteurs ou organisations humanitaires ont multiplié des réunions pour venir en aide à ces populations touchées par cette crise. En ce qui concerne les rescapés de l'attaque du bateau, aujourd'hui au nombre de 400 et quelques, des organisations, associations et même des structures de l'État sont en train de s'organiser également pour leur venir en aide. Plusieurs associations ont ouvert des cagnottes à travers lesquelles on va aider ces rescapés à surmonter cette épreuve. Et même certains ont décidé quand même d'apporter un appui psychosocial à ces rescapés-là. Husseini Al-Hadji, notre correspondant à Tombouctou, signalons que des groupes armés du nord du Mali ont revendiqué ce mardi une offensive contre l'armée à Borem, une ville clé, mais de multiples sources sur place parlent d'une reprise de contrôle par l'armée malienne. Retour au Burkina Faso, où la province du Loroum, située dans le nord du pays, a été fortement impactée par la crise sécuritaire qui sévit depuis un certain temps. Dans cette région, de nombreuses écoles ont malheureusement dû fermer leurs portes. Parmi elles se trouvait l'école où Kotim Ouedraogo enseignait et il a dû prendre la décision de quitter la localité en amenant tous ses élèves avec lui. L'histoire qui a suivi est un exemple remarquable d'engagement car elle a conduit ses élèves vers le succès scolaire. C'est cette histoire que nous relate notre correspondant Gilles Dasda, parti à sa rencontre à Waïgouya. Suivez. L'hymne national du Burkina entonné par des élèves déplacés internes. Nous sommes dans un quartier périphérique de Waïgouya. Ces élèves sont venus principalement de la province du Loroum et leur enseignante qui a fui avec eux a une histoire bien singulière. Tout commence en 2018 dans la province avec des attaques terroristes dans de nombreux villages. Puis vient le tour de Windigi, localité où Kotim Ouedraogo enseignait. Windigi a été attaqué et s'est vidé de sa population. Et nous avons laissé derrière nous des corps sans vie. On travaillait jusqu'au jour de l'attaque. Donc si les enfants ne terminaient pas l'année scolaire, c'est comme si c'était le risque même qu'on a couru, c'était comme si c'était zéro. Donc je suis venue à Waïgouya avec et j'ai trouvé un local. C'est dans cette salle donnée gratuitement par un privé que ces élèves vont prendre leur quartier. Elle sert de dortoir la nuit et la journée, c'est une salle de classe.
Dans cette même salle, Kotim enseigne concomitamment 23 élèves du CM1 et 44 du CM2. Cela s'appelle une classe multigrade. Et les 44 élèves du CM2 seront tous admis au certificat d'études primaires en 2022, ce qui vaut à l'enseignante une reconnaissance au plan national. Cette année, elle réitère presque le même exploit, avec plus de 98% de taux de réussite au CEP. Et ces succès engrangés, elle les doit à une raison. Comme les enfants étaient sur place, je suis devenue comme une maman pour eux. Tout ce que moi, vu ce qu'eux aussi ils ont vécu, ils comprennent nous maintenant comme des adultes. De bons résultats obtenus grâce à des enseignants qui font preuve de résilience dans le contexte sécuritaire d'une des provinces les plus touchées par les attaques terroristes. Les personnels, en tout cas, on a des enseignants vraiment très engagés. Mais sincèrement, ce n'est pas facile. Nous avons laissé tout, nos locaux et nos tables bancs, tout le matériel nécessaire, on a laissé ça là où on était. Ce qui me donne plus de force là, c'est la reconnaissance. Ça te donne encore plus de force pour que tu puisses encore faire mieux. Dans son combat pour l'éducation, l'enseignante peut compter sur le soutien de ses supérieurs hiérarchiques. Mahamadi Koudougou est directeur provincial de l'enseignement primaire du Loroum, la province d'où viennent Kotim et ses élèves. Du fait de l'insécurité, il a dû lui aussi quitter cette localité. Désormais, ses bureaux sont à Waiguia. Il est admiratif de celle qu'on surnomme l'Amazone. C'est véritablement investi, c'est déployé sur le plan physique, sur le plan pédagogique, peut-être même en termes de finances. Alors pour garantir à ces enfants-là le droit à l'éducation, donc nous ne pouvons que louer ces efforts. Bien que sérieusement touchés par le terrorisme, les élèves de la province du Loroum arrivent en tête de la région du Nord avec un taux de réussite au CEP de plus de 85%. Des enseignants comme Kotim Ouedraogo y ont sans doute contribué fortement en dépit de la dure épreuve qui les frappe. Gilles Dasda de retour de Waiguia, VOA Afrique. Merci à Gilles Dasda pour cette belle histoire qui décrit le courage de cette enseignante de Waiguia, Kotim Ouedraogo. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manirakis a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.